Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons construit une interface utilisateur permettant d'afficher le nombre de tirs réalisés par le joueur. Je vous avais indiqué que nous ferions une sauvegarde du projet, mais avant cela, je vous propose de faire quelques modifications mineures à ce projet. Et nous revoilà dans le projet. Donc nous avons mis en place une interface utilisateur qui va se mettre à jour automatiquement lorsque le personnage va tirer. Voilà. Donc les modifications que je vous propose de faire. Première chose, je voudrais éviter que l'interface utilisateur apparaisse dès le début du jeu. Donc là, vous voyez, on a marqué 0 tir, mais en fait, on ne peut pas tirer. Donc voilà, je trouve ça, moi, assez maladroit. Donc on va essayer de changer ça. Deuxième chose, vous voyez, le pistolet nous attend là, mais bon, c'est pas très réaliste, pas très engageant. Donc moi, je vous propose en fait de le faire tourner autour de lui-même, autour de l'axe Z. Un peu comme les bonus dans les jeux, de manière à ce que le personnage comprenne qu'il faut plutôt aller le chercher. Voilà ce que je vous propose de faire. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par changer en fait le moment où l'interface utilisateur est affichée à l'écran. Alors, donc je vous rappelle, dans le répertoire Content, vous avez un répertoire My Assets, vous avez 3 répertoires dedans, le Blueprint qui contient les cubes que j'ai utilisés pour l'empilement ici, vous avez un répertoire Frameworks qui contient le Game Instance, et un répertoire UI qui contient l'interface utilisateur. Voilà. Mais l'interface utilisateur, on l'affiche au début du niveau. Donc, il est dans le level blueprint de ce niveau. Et donc, pour y accéder, on clique sur l'icône en haut à gauche plutôt, et on clique sur Open Level Blueprint. Et voilà. Et donc, on se retrouve dans le blueprint du level, et on a donc au début du jeu la création de l'interface utilisateur, l'affectation de cette interface utilisateur dans une variable contenue dans le Game Instance, et ensuite l'affichage à l'écran de cette interface utilisateur. Donc ce qui va nous gêner, c'est ce node-là. Donc ce node-là, je le supprime. Voilà, je ne veux pas que ça se fasse au début du jeu. Et là, je vais quand même rajouter quelques commentaires. Donc je vais essayer de faire ça vite. Voilà, de manière à ce que ça soit un peu plus compréhensible, toujours pareil. Que vous n'ayez pas de mal à le recomprendre dans quelques semaines quand vous allez peut-être y retourner. Voilà, je sélectionne tout ça. J'appuie sur la touche C pour créer un commentaire. Je redimensionne un peu. Et là, je mets donc stockage de l'interface utilisateur. Celle-là, ça concerne les tirs. Voilà. Donc là, si je compile, je sauvegarde, je relance le jeu, l'interface utilisateur n'apparaît pas, puisque je ne l'affiche pas à l'écran. Elle est créée, mais elle n'est pas affichée. Pour l'instant, ça me convient. Et donc, je veux que cette interface apparaisse quand j'attrape le pistolet ou le fusil. Donc, pour faire ça, je vais rajouter en fait une partie du code dans le blueprint du pistolet ou du fusil. Donc, j'y retourne. On y est déjà allé pour faire un petit truc. Donc, je vous rappelle où c'est. On reva dans le répertoire Content. Mais c'est dans le répertoire First Person qui est créé automatiquement quand on utilise le template First Person. Dans le répertoire Blueprint, et il s'agit du blueprint du pistolet. Donc BP-rifle. Et je l'ouvre. Donc là, on avait déjà rajouté une petite partie du code là, qui nous permettait de décompter le nombre de tirs réalisés par le joueur, et qui était en fait déclenché lorsqu'on avait cet événement qui était lancé, c'est-à-dire quand on tirait avec le pistolet. Voilà. Donc je ne vous ai pas expliqué tout ce qui se passe ici. Mais on a un autre événement qui peut se lancer. Donc on voit qu'ici, là, quand on tire, et on a un autre événement là qui est là. Donc on le voit bien parce qu'ils ont une en-tête rouge. Donc si on zoome et qu'on regarde, c'est le On Component Begin Overlap, c'est-à-dire un événement qui va se déclencher quand on va commencer à entrer en collision en fait avec un composant qui est la sphère collision. Voilà. C'est ça qui est bien. Donc je vous montre ce que ça fait. Enfin, je vous explique un peu. Donc quand un composant rentre en collision avec la sphère collision, qui est ici,
il regarde quel est l'acteur qui est rentré en collision, et il vérifie si c'est bien le first person character, c'est-à-dire si c'est le personnage. Si c'était un cube ou une autre balle, par exemple, ça ne se déclencherait pas. Ça irait ici, ça afficherait un message d'erreur, en fait. Mais quand c'est le personnage, c'est ici, et là, il récupère le pistolet, et il peut permettre le tir de projectiles. Voilà en gros ce que veulent dire les codes. Je ne rentre pas dans les détails, c'est des codes assez compliqués. Voilà, ils sont fournis dans le template, ça fonctionne bien, on ne va pas y toucher. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est quand le personnage, en fait, récupère le fusil, ou le pistolet. Et donc nous, on va placer notre code ici, à la fin. Vous voyez, tout se déclenche, ça arrive là, c'est fini. Ben, nous, on va en rajouter une petite partie. Et donc ici, ben, j'ai envie en fait d'afficher l'interface utilisateur. Donc je vais utiliser le node Add to Viewport. Sauf qu'il faut lui dire ce qu'on veut mettre. Je vous montre. Add to Viewport. Ah, alors il ne me le met pas. Il ne me le met pas accessible parce qu'il ne voit pas quel est l'intérêt de mettre ça ici, puisque je ne pourrais pas le forcer. D'accord? Alors je vous montre une petite astuce que je ne vous ai pas montrée encore, mais qui peut être intéressante dans ces cas-là. C'est qu'ici, en haut à droite, là, du menu contextuel qui est apparu, il y a une petite case à cocher et qui s'intitule contexte sensitive. Donc ça veut dire qu'il va vous proposer en fait que des options qui sont en relation avec le contexte, si c'est coché. Donc voilà, là il ne comprend pas que dans le blueprint du pistolet, vous vouliez mettre un Add to Viewport. Voilà. Unreal ne le comprend pas. Mais si on décoche, là, vous allez avoir accès à tout ce qui est possible. Donc, y compris ce qu'il ne peut pas comprendre, que vous ayez d'intérêt à mettre là. Et donc, vous voyez, là, ça apparaît. Donc, voilà. Donc, faites attention quand même. Moi, je vous conseille de le laisser cocher la majorité du temps. Mais voilà, si vous cherchez un truc et que vous ne le voyez pas, pensez-y. Mais ça vous donne une indication quand même sur le fait qu'il va falloir que vous fassiez un peu de travail pour pouvoir utiliser le node. Donc, je clique quand même, je le fais afficher. Et après, regardez, ce que je fais, je refais un clic droit et je reclique contexte sensitive pour pas l'avoir décoché la prochaine fois. Allez, et donc là j'ai un Add to Viewport, c'est très bien, mais il faut que je lui dise ce qu'il faut que j'affiche. Et là je ne l'ai pas. Dans le blueprint du pistolet, je n'ai pas cette référence. Mais cette référence, je l'ai stockée dans mon game instance. Donc je vous rappelle ici, voilà, j'ai créé mon interface utilisateur et je l'ai stocké dans le game instance, dans la variable UI-tir. Et bien c'est ça que je vais faire, je vais le récupérer ici. Donc je vais tirer ce pin exec, voilà, et je vais invoquer en fait le game instance. Bon, pour faire ça, on fait un cast to my game instance, voilà, et je l'ai. Très bien. Et pour invoquer le game instance, il faut que je lui dise d'où vient l'objet. Donc là, comme d'habitude, c'est le game instance de mon jeu. Donc je vais tirer le node et chercher le game instance en tapant le get game instance. Donc ça fonctionne, ce node-là, cette liaison-là, parce que dans les propriétés et dans les propriétés du projet, ici dans Maps and Mode, il y a quelques vidéos de cela, on a spécifié le game instance à utiliser. Voilà, c'est parce que ça c'est bien renseigné que la partie du code fonctionne. Donc voilà, vous avez dit que votre game instance c'était le my game instance initiation, et du coup, quand on revient dans le blueprint, voilà, là ça retourne bien. Voilà, donc ça c'est bien. On se fait passer ensuite pour le game instance et on récupère la valeur de la variable UI-tir. Donc je tire ici, je tape UI, j'en ai deux, le get ou le set. Moi c'est le get qui m'intéresse, je veux récupérer la valeur. Voilà. Et ici, je peux le connecter à mon viewport. Je vois que c'est possible. La petite infographie me le permet. Et voilà, et je relis ça ici. Et bien voilà, voyons, je compile. Il n'y a pas d'erreur, je sauvegarde, je réduis, je relance le jeu. Bon, l'interface utilisateur n'est pas apparue, je n'ai pas marqué 0 tir. Et maintenant, on va voir si, quand je récupère le pistolet, voilà, l'interface apparaît. Et elle est fonctionnelle. Parfait. Voilà, donc ça, c'est déjà une petite amélioration qui est assez sympa. Donc ça, je le ferme, j'en ai plus besoin. Et je reviens ici et je vais commenter tout ça. Donc, pour commenter, je vous rappelle, on sélectionne et on appuie par exemple sur la touche C. Voilà. Et donc ici, ben voilà, je vais mettre par exemple, qu'est-ce que je vais mettre moi? Affichage de l'interface utilisateur tir.
Et bien voilà, donc là, une petite amélioration. Alors, je compile, je sauvegarde toujours. Maintenant, on va faire exécuter en fait une rotation à cet objet de façon continue. Alors, pour faire ça, on va rester dans le blueprint du pistolet ou du fusil. Donc on voit qu'on a deux événements, hein. Un quand on récupère le pistolet et un quand on tire. Et bien en fait, on va créer un troisième événement qui va se déclencher en fait à chaque fois qu'une image est générée par Unreal Engine. Alors cet événement, on l'a déjà utilisé, mais juste pour faire des tests. Et là maintenant, on va vraiment l'utiliser. Vous allez voir pourquoi. Donc on va faire un clic droit et on va appeler ce qu'on appelle l'event tick. Donc l'event tick, c'est un événement qui va se déclencher à chaque fois qu'une image est générée. Et on va lui faire, voilà, on va demander à ce que l'objet fasse une rotation autour de l'axe Z à chaque fois qu'une image est générée. Alors, je tire le pin exec. Et là, vous allez voir, il y a un node qui s'appelle le add rotation. Je vais taper ça par exemple. Et il y a plusieurs propositions qui nous sont faites. Alors, celui qu'on va utiliser, nous, c'est le add actor local rotation. Alors, on voit qu'il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Le local rotation et le world rotation. Alors, voilà, je vais vous expliquer très rapidement la différence, vous allez voir pourquoi. Donc, le world rotation, ça agit en fait sur les variables qui sont ici. Donc là, vous voyez, quand on est dans le jeu, on peut déplacer l'objet, on peut le faire tourner. Voilà. D'accord? Donc ça, le add actor world location va agir sur ces paramètres-là. Donc j'annule. Voilà, ça ferait bouger le moins 90 par exemple. Tandis que le add actor local rotation va agir en fait sur la rotation de cet objet-là. Voilà, de celui qui est inclus en fait dans le blueprint. Alors, pour nous, actuellement, il n'y a pas de différence. Puisque si on fait tourner ça à l'intérieur du blueprint, ça va agir sur le monde. Et si on le fait tourner dans le monde, ben, on se moque de ce qui se passe dans le blueprint, on ne le voit pas en tant que joueur, et donc ça va marcher. Maintenant, moi je vous donne des bonnes façons de faire. Il vaut mieux quand même agir quand on le peut sur les locales, sur les variables locales, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'influence sur le monde. Voilà, donc c'est un peu plus intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, voilà, quand on a plusieurs objets, par exemple, dans un blueprint, il faut faire attention. Donc, le world rotation, il faudra tourner tous les objets en même temps. Et le local rotation, on pourra faire tourner juste, par exemple, un objet. Donc, voilà. Il faut faire un peu la différence. Je vous invite à le tester. Vous allez voir que dans notre cas, ça n'a pas de différence, mais que ça peut en avoir dans d'autres situations. Alors, je reviens dans mon event graph. Je retire mon pin puisque je ne l'ai pas sélectionné. Je fais un add rotation et je sélectionne bien le add actor local rotation. Voilà. Et donc ça nous demande par exemple de tourner d'un certain angle sur les trois axes. Donc moi je vais en fait, alors c'est bien un delta rotation, c'est-à-dire ça rajoute la rotation. Donc par exemple là moi j'avais une rotation de moins 90, je vais faire plus 10, mais ça passera à moins 80, puis à moins 70, etc. Donc là, ça change la rotation, mais en ajoutant en fait à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a marqué delta rotation. Donc là, par exemple, ben voilà, je vais mettre 10 en rotation autour de l'axe Z. Je compile, je sauvegarde et je relance. Et là, vous voyez, voilà, mon objet est en train de tourner. Bon, là, il tourne vraiment très très vite quand même. Donc je vais le ralentir, parce que là, c'est quand même un peu exagéré. Allez, je vais mettre 3. Par exemple. Vous pouvez mettre la valeur que vous voulez, ça n'a aucune importance, c'est selon votre goût. Voilà, et donc là l'objet tourne. Bon, mais très bien. Allez, impeccable. Alors, j'ai rempli le contrat, mais ce code-là, il a un petit inconvénient, et je vais vous expliquer lequel. Ici, supposons qu'on ait un joueur qui ait une machine, un ordinateur qui soit assez puissant, et qui puisse faire tourner votre jeu à 60 images par seconde, c'est-à-dire 60 FPS. Cet événement va se lancer 60 fois par seconde. D'accord? Et à chaque fois qu'il va se lancer, il va faire une rotation de 3 degrés. Ce qui fait qu'en une seconde, cet événement va se lancer 60 fois, va faire une rotation de 3 degrés. Donc en une seconde, on va avoir une rotation de 180 degrés, si on est à 60 FPS. Mais si le jeu est lancé
par un joueur qui a une machine beaucoup moins puissante et qui ne peut faire tourner votre jeu qu'à 30 fps, mais cette fois-ci cet événement va se lancer que 30 fois. Il va à chaque fois faire une rotation de 3 degrés, mais du coup, en une seconde, il n'y aura plus que 90 degrés de rotation. Donc ça, c'est quand même assez maladroit, parce que si vous avez deux joueurs côte à côte, sur deux machines différentes, ils ne vont pas avoir en fait la même vitesse de rotation de cet objet. Alors ça peut paraître particulier, surtout dans les jeux multijoueurs par exemple. Donc on va essayer d'arranger ça de manière à ce que ça soit quand même un peu plus régulier, quelle que soit la machine. Si vous avez une chute de FPS par exemple, si par exemple ici vous avez une zone où il y a très peu d'objets, donc là vous pouvez tourner peut-être à 60 fps, et supposons que dans une zone que nous allons créer plus tard, il y ait énormément d'objets, énormément de calculs à faire, et bien si vous placez un pistolet, il pourrait tourner beaucoup moins vite. Bon, ça c'est quand même pas super, super joli. Alors, on va le changer. Et pour ça, on va utiliser ce pin-là, le delta seconde. Alors, il est intéressant ce pin-là parce qu'en fait, il va calculer le nombre de secondes. Donc, ça peut être 0,03 secondes, hein, voilà. Mais c'est le nombre de secondes qu'il y a eu entre l'appel de l'éventique actuel et l'appel de l'éventique précédent. Donc voilà. Donc en fait, il va calculer combien il y a eu de secondes entre les deux images successives générées. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on va l'utiliser. Donc, par exemple, supposons que on veuille faire tourner ça, mais je ne sais pas moi, de 90 degrés par seconde. Et bien en fait, on va prendre ce delta seconde. On va le multiplier par 90. Et on va l'affecter ici. Et là, on aura toutes les secondes. Vraiment toutes les secondes. Quelle que soit la vitesse d'affichage du jeu, une rotation de 90 degrés. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour faire ça, on va tirer ce node-là. On va le multiplier, donc on va chercher le node qui sert à multiplier, qui s'appelle multiply. Donc on peut le taper, multiply, ou alors on peut appuyer sur l'étoile de votre pavé numérique. Voilà, on peut faire comme on veut, ça n'a pas d'importance. Et on va le multiplier par exemple par 90. Donc là, je veux que la rotation se fasse de 90 degrés par seconde. Et donc là, on a un retour, et c'est notre rotation. Sauf que cette rotation, voilà, je ne peux pas la connecter ici, tout simplement parce que là, on a trois valeurs, là, on n'en a qu'une. Donc il va falloir décomposer ce pin. On l'a déjà fait, donc il suffit de sélectionner ce pin, de se mettre dessus. On fait un clic droit, et on sélectionne Split Struct Pin. Et voilà. Et donc là, je l'affecte juste à la rotation selon l'axe Z. Je compile, ça fonctionne, je sauvegarde, c'est parfait, et je relance le jeu. Et voilà. Et donc là, ce qui est intéressant avec ce code-là, c'est que quelle que soit la vitesse, le nombre d'images affichées par seconde, votre objet il aura l'impression de tourner toujours à la même vitesse. Donc voilà. Essayez toujours, quand vous créez un jeu, de tester toutes les configurations possibles, voilà, de manière à ce que l'expérience utilisateur soit toujours la même. Bon, là, ça ne tournait pas assez vite. Donc voilà, on peut faire des tests, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre combien? Ben, allez, je vais mettre 135. Ça sera entre 90 et 180. Voilà. Voyons, voilà, ça tourne un petit peu plus vite. Voilà, moi ça me convient. Vous pouvez mettre la vitesse de rotation que vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous pouvez le faire tourner très très vite, hein, par exemple. Il suffit de mettre ici 1000. Voilà. On compile au sauvegarde, toujours. On peut relancer le jeu. Bon, et là, il va tourner quand même beaucoup plus vite. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je vais revenir à mon 135, ça me convient. Mais voilà. Je compile, je sauvegarde et je relance le jeu. Je relance le jeu. Voilà. Et maintenant, je vais l'attraper. Et... Ah! Alors, on a un souci. C'est que quand on l'attrape, eh ben, il continue de tourner. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a dit à Unreal, en fait. Hein. Et oui, puisqu'on lui a dit, en fait, qu'à chaque image générée, eh ben, il doit faire tourner l'objet. Bon, alors là, c'est pas super, parce qu'en plus, on peut tirer derrière nous. Alors, non, on tire quand même toujours devant nous. Mais bon, ça, c'est vraiment pas joli. Allez, on va régler ça. Alors, comment on pourrait régler ça? Eh bien, on pourrait créer une variable dans notre blueprint du pistolet qui spécifie si le pistolet ou le fusil a été attrapé par le joueur. Alors, je vous montre comment on pourrait faire.
Donc je suis dans le blueprint du pistolet ou du fusil. Je vais créer une nouvelle variable. Donc je vois que j'ai pas mal de variables ici qui sont déjà toutes créées par le template. Donc moi je vais en créer une nouvelle. Elle va être du type booléen. Ça c'est bon. C'est-à-dire qu'on va dire est-ce que le pistolet est attrapé ou est-ce qu'il n'est pas attrapé. Voilà. Et donc je vais le nommer. Donc je vais l'appeler tout simplement pistolet attrapé. Et comme c'est un booléen, moi j'aime bien rajouter un point d'interrogation. Donc un booléen c'est vrai ou faux, true or false. Et donc pour voilà, c'est la réponse à une question, donc je mets un petit point d'interrogation, comme ça je m'y retrouve plus facilement. Alors, on va lui mettre une valeur par défaut, c'est-à-dire qu'au départ, est-ce que le pistolet est attrapé? Il faut lui mettre faux. Au début du jeu, le pistolet n'est pas attrapé. Donc là, vous voyez, dans la valeur par défaut que vous trouvez à droite, on vous demande de compiler le blueprint pour pouvoir y avoir accès. Allez, je le compile, voilà. Et j'ai une case à cocher, donc c'est vrai ou c'est faux. Donc là, vous voyez, si c'est pas coché, c'est à false. Donc moi, ça me convient. Si je la coche, elle devient à true, c'est-à-dire à vrai. Donc, est-ce que mon pistolet est attrapé au début du jeu? Non. Donc, je le mets à false. Je compile, je sauvegarde. Et ici, cette partie-là du code, je ne vais la faire déclencher que si le pistolet n'est pas attrapé. Alors, je vous montre comment on fait. On l'a déjà fait dans la vidéo précédente. On va utiliser une branche. Donc, je vous rappelle, on peut faire clic droit n'importe où et taper branche. Ou alors, on maintient la touche B appuyée et on fait un clic avec le bouton gauche de la souris. Voilà, peu importe, c'est la même chose. Et donc je vais rajouter une branche ici. Et cette branche, je vais lui dire, si le pistolet est attrapé, donc vous voyez ma condition, elle est là, je vais lui dire, il faut la relier à ça. Donc je vais prendre cette variable, je la glisse ici, et ce que je vais récupérer, c'est sa valeur. Donc c'est un get. Je veux récupérer la valeur, je ne veux pas l'affecter. Un get. Et je connecte à la condition. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ça arrive ici, donc à chaque image générée. Ça va vérifier si le pistolet est attrapé. Si le pistolet est attrapé, je ne veux pas faire la rotation. Donc ce pin-là, true, je vais le laisser vide. Par contre, si le pistolet n'est pas attrapé, c'est-à-dire false, eh bien, je vais connecter ce node-là. Voilà. Et bien voilà mon code. Alors maintenant, je vais arranger un petit peu tout ça de manière à ce que ça soit plus compréhensible. Vous me direz si vous êtes du même avis que moi. Voilà. Et on va le tester. On va vérifier si ça fonctionne. Donc je compile, je sauvegarde, je relance le jeu. Ah, on n'a pas regardé, mais on va le voir. Est-ce que mon pistolet continue à tourner? Ben, il tourne bien, c'est bien. Mon pistolet n'est pas attrapé. Ben, c'est bon. Le pistolet tourne. Je le prends. Et il continue à tourner. Alors, essayez de réfléchir pourquoi est-ce que ça continue à faire ça. Je vous laisse 2 secondes, après je vous donne la solution. C'est parce qu'en fait, on n'a pas dit au blueprint de changer la valeur de la variable pistolet attrapé quand le personnage l'attrape. Voilà le problème. Donc on réouvre le blueprint, ici, et donc on se souvient au début de cette vidéo, c'est cet événement qui est déclenché quand le pistolet est attrapé. Et donc ici, on va rajouter un petit node au milieu, parce que ça n'a pas trop d'importance. Ici, je vais lui dire, mais là j'ai attrapé le pistolet. Et donc comment je vais faire ça? Je vais changer cette variable-là. Donc je vais la prendre, je la glisse comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, j'utilise le set pistolet attrapé. Et voilà. Et là, on nous propose, quand je fais ce genre de node là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein, vous pouvez le mettre, voilà, moi j'ai un peu de place ici. Hein, on pourrait parfaitement le mettre ici ou le mettre à la fin. Il n'y a pas de problème, n'importe où. D'ailleurs, je vais le mettre à la fin. Parce que c'est pas joli comme ça de toucher le code des autres projets, du template, pardon. Voilà. Donc je le note ici, je le clique, je le rajoute ici. Et là, vous voyez, on peut lui dire comment on veut le mettre. Et donc, pistolet attrapé, quelle est la valeur qu'on veut lui mettre? Et là, on va lui mettre la valeur false si on le laisse comme ça. Vous avez vu? Quand c'est pas coché, c'est faux. Et bien là, je vais le cocher. Et donc, ma variable pistolet attrapé, elle va passer à true une fois que j'aurai attrapé le pistolet. Ce qui fait que, une fois que le pistolet sera attrapé, la condition sera remplie, on va passer à true, et là, on ne fait rien. Donc, on ne fera plus tourner l'objet. Je compile, je sauvegarde,
je peux relancer le jeu. Donc le pistolet tourne. Je vais l'attraper. Et là, mon pistolet ne tourne plus. Ah, là, on commence à avoir un truc un petit peu sympa quand même. Et donc, voilà, tout est fonctionnel. On peut retirer, etc. Voilà. Et on pourrait aller dans la salle, ici, pour ouvrir la porte. Eh bien, très bien. Voilà, donc, on fera régulièrement ça. Chaque fois qu'on fera une nouvelle salle, on fera les éléments principaux. Et puis après, peut-être que si on a des petites améliorations comme ça à apporter, on fera des petites vidéos pour vous montrer plein de petites astuces un peu similaires à celles-ci. Allez. Et je vais nettoyer un peu le code parce qu'il y a une partie du code qu'on a tapé et qu'on n'utilise plus. Alors, je ne sais plus trop où elle est. Je crois qu'elle est dans le Game Instance. Alors, je vais vérifier. Donc, je vais dans Content, My Assets, Frameworks, Game Instance. Voilà, toute cette partie-là du code, en fait, elle est plus lancée. Vous voyez, donc l'exec, il suit là, il suit là, il suit là, et cette partie-là n'est plus du tout utilisée. Donc ça sert à rien de le garder. Surtout que ça, maintenant, ça fonctionne. Et par contre, voilà, je vais le mettre là. De manière à ce que mon commentaire, voilà, serve à quelque chose quand même. Et voilà. Et de cette manière, voilà. Donc je peux compiler, sauvegarder, tout va bien. Alors là, vous voyez, il me met que j'ai une petite erreur, enfin pas une erreur, mais il me met une note. Alors pourquoi est-ce qu'il me met une note? Mais regardez, c'est tout bête. Il me dit, j'invoque donc le mal. Alors ben, on va lui demander. Voilà. Donc il me dit ici que il sait que UI-tir est déjà un MyWBP-tir. Donc je n'ai pas besoin d'invoquer en fait le MyWBP-tir. Il sait déjà que c'en est un. Donc je vais pouvoir supprimer ce node en fait et directement relier ça. Voilà. Donc vous voyez, Unreal Engine en plus, il nous aide un peu à coder. Alors il faut faire ça si Unreal nous le propose, tout simplement parce que ça lui fait faire une étape en moins. Donc on va gagner en performance. Alors là on a un tout petit jeu. Ça n'a pas d'importance, mais bon, c'est des bonnes pratiques qu'il faut que vous preniez dans l'optique de faire des jeux un peu plus conséquents. Voilà, et donc là on a nettoyé le code et c'est quand même un peu plus joli. Je compile, je sauvegarde et je vérifie bien que tout fonctionne. Parfait. Donc, amusez-vous bien avec Unreal Engine. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour sauvegarder ce projet et continuer ensuite à créer de nouvelles salles. À bientôt!